Et j'ai trouvé un sujet qui me plaît beaucoup, je suis très fier de mon sujet, c'est définir son profil d'épargnant. Voilà, j'ai décidé que c'était un sujet intéressant et vous allez voir qu'il l'est parce que j'ai demandé à des spécialistes du sujet de nous guider pour essayer de définir votre profil. Alors Pascal Bossan, vous êtes conseiller en gestion de patrimoine chez Bossan Conseil. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour Marc, oui. Quel plaisir de vous revoir. Léonard de Tilly, vous êtes un petit nouveau? Alors, Stéphane Fantous, vous nous parliez tout à l'heure de l'AMF, des obligations réglementaires. Un conseiller en investissement financier, quand il voit un client, est-ce qu'il a une obligation de déterminer son profil avant de lui proposer des investissements? Il faut, c'est impératif, c'est obligatoire. On doit avoir dans chaque dossier client une connaissance du client. Alors une connaissance qui est assez large, une connaissance sur évidemment qui il est, ce qu'il a, quel est son patrimoine, mais également une connaissance sur son aversion au risque, sur sa connaissance des marchés financiers. Et on ne doit pas en principe aller, je dirais, au-delà dans sa démarche de conseil si on n'a pas ce genre d'informations. Au-delà de l'aspect réglementaire qu'on a vu, c'est obligatoire avant de définir toute stratégie d'investissement. Oui, c'est vrai que c'est important et c'est important de passer un peu de temps quand même avec le client sur ce sujet-là. On rencontre régulièrement des clients qui nous disent « moi j'ai un profil très dynamique, je veux investir uniquement en actions ». Et lorsqu'on creuse un petit peu, lorsqu'on dit « mais par exemple si votre épargne baisse de 5%, comment vous réagissez ?» Ah mais moi je passerai des nuits blanches. Bon, ouais, donc on s'aperçoit que c'est pas du tout adapté. Dynamique, voilà. Donc c'est important de passer un peu de temps là-dessus parce que ça va vraiment conditionner toute la stratégie qu'on va mettre en place. Alors justement, c'est quoi les questions qu'on doit poser? Alors les questions que ce soit réglementaires ou les questions que vous posez pour déterminer le profil. Vous nous avez donné un exemple avec cette question où vous perdez 5%, oui. Ça fait partie des questions qu'on se pose? Oui, tout à fait. En fait, il y a deux grandes familles de questions. Il y a des questions qui concernent l'expérience passée, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà investi dans des actions, est-ce que vous avez déjà perdu de l'argent, comment vous avez réagi, qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'est vraiment pour connaître pour avoir la connaissance, l'expérience, oui, et l'aversion au risque. Voilà. Et deuxième type de question, quels sont vos objectifs? Qu'est-ce que vous souhaitez faire avec cet argent? Évidemment, la stratégie ne sera pas la même si l'argent doit être juste placé pendant un an avant d'acheter un bien immobilier ou pour préparer la retraite qui est dans 25 ans. Évidemment. D'accord, mais est-ce que vous avez, parfois vous êtes confronté à des situations, alors vous expliquez tout à l'heure, le gars qui veut faire des actions mais qui n'aime pas le risque, mais au contraire des gens qui ont des objectifs qui sont relativement agressifs et qui au contraire ont une aversion au risque qui est très forte, vous faites quoi? Quelqu'un qui vous dit, bah oui, mais moi j'ai besoin de beaucoup d'argent avec mon capital, mais d'un autre côté, vous sentez que le gars est un peu tendu, vous faites quoi? Vous pouvez pas faire du fonds en euros, vous faites de l'action, vous faites... De manière générale, on choisit quand même toujours plutôt l'option raisonnable. Hein. C'est-à-dire que si le client a besoin d'argent dans un horizon proche, on prendra un risque, on lui conseillera de prendre un risque quand même relativement limité. Pascal Bossan, les profils qu'on voit un peu partout avec ces camemberts, là, conservateurs, équilibrés, agressifs, bon, est-ce que c'est complètement dépassé ou... Parce qu'on a l'impression qu'on vous donne quelque chose de déterminé pour vous, mais que finalement c'est le même pour tout le monde. On a l'impression qu'il y a 3 grandes catégories, il faut choisir, il faut aller dedans. Oui, c'est vrai qu'on a ces 3 grandes catégories de profils de risque. Un profil prudent, généralement, on va pouvoir mettre jusqu'à 30% d'actions, c'est-à-dire qu'on aura 70% de l'épargne qui sera donc sécurisée. C'est toujours valable, ça, ces 3 profils-là. Il y en a pas beaucoup plus, il y en a beaucoup plus que ça, non? Non, un profil équilibré, on pourra aller jusqu'à 60% d'actions. Un profil dynamique, ça veut dire qu'on pourra aller jusqu'à 100% d'actions. Donc non, je dirais ça reste une approche classique. Ça n'a pas évolué. Avec la baisse annoncée des rendements en des fonds euros d'assurance vie, est-ce que vous leur dites maintenant qu'il faut prendre plus de risques? Oui, ça fait un moment qu'on le dit, mais pareil, avec une approche maîtrisée et encadrée. Alors, je dois réaliser des travaux dans ma résidence principale. Quelle réduction d'impôt pourrais-je en retirer? C'est pour vous, Pascal. C'est une bonne nouvelle, puisque le crédit d'impôt lié aux travaux énergétiques dans la résidence principale a augmenté. Depuis le 1er septembre, il est de 30%. Enfin, une bonne nouvelle. Il y en a une quand même. Oui, sur un montant de dépenses plafonné à 16 000 € pour un couple et 8 000 pour un célibataire, avec 400 € de plus par enfant à charge. Donc c'est une bonne nouvelle. Attention quand même, puisqu'à partir du 1er janvier de l'an prochain, on devra passer uniquement avec des artisans qui auront le label RGE pour bénéficier de ce crédit d'impôt. Voilà, donc une bonne nouvelle pour les travaux. J'espère que ça va pas être plus cher parce qu'on est passé par ce label. Et du coup, on perd le crédit d'impôt. Ma banque ne veut pas renégocier mon prêt et me prendra même, oh les salauds, des pénalités si je change de banque. Que me conseillez-vous, Pascal? Je crois qu'il ne faut pas être tendre avec son banquier. J'aime là, quand vous parlez comme ça. On a des taux... J'aime quand Pascal sort son fouet et s'habille de latex.
des taux qui sont excessivement bas. En fait, il y a deux critères pour regarder s'il est intéressant de renégocier son prêt. Être dans le premier tiers de la durée et avoir un point d'écart entre le taux du prêt d'origine et les taux actuels. Aujourd'hui, quand on emprunte sur 20 ans, on a des taux inférieurs à 2,5%. Donc il y a quand même beaucoup de cas où il est intéressant de renégocier son prêt, même si la banque prend des pénalités. Ah oui, même si elle prend des pénalités, il faut y aller. Je pense qu'il faut y aller. Alors là, évidemment, il faut faire une simulation avant, mais ça vaut souvent la peine. Pascal, vous êtes prête? Elle est très dure, celle-là. Est-il encore intéressant d'investir en SCPI? Je pense qu'il est encore temps d'investir en SCPI en étant peut-être plus sélectif que jamais. On en a parlé tout à l'heure, les taux d'intérêt sont bas, il est intéressant d'acheter à crédit, de bénéficier de cet effet de levier du crédit. Maintenant, la conjoncture elle est quand même un peu plus compliquée. Les SCPI servent globalement à une rentabilité supérieure à 5%, mais il faut surveiller en particulier le taux d'occupation des SCPI parce que certaines voient leur taux d'occupation décrocher un petit peu aujourd'hui du fait de la conjoncture économique. Donc il faut être sélectif. Ouais. Merci beaucoup d'être venu. Quelle tristesse. J'ai presque envie de pleurer, c'est la fin de cette émission. J'aurais voulu qu'elle dure toute la nuit, mais je vous laisse passer un bon week-end. On se retrouve la semaine prochaine.